Philippe Cailleul, merci. Vous êtes le deuxième protagoniste donc de Volteco que l'on rencontre. Comment devient-on directeur général d'un projet de construction de data center en Europe? Alors, c'est lié à une rencontre. Alors moi j'ai un passé au départ d'immobilier et puis de direction générale de sociétés et de start-up en développement. Et donc dans ce cadre-là, j'ai rencontré Philippe Tournoy, qui est un des 3 fondateurs de Volteco, spécialiste du data center et qui m'a parlé avec passion de son métier et de la période charnière dans laquelle on est. Et donc j'ai eu l'occasion après de rencontrer les 5 fondateurs de Volteco, enfin les 6 fondateurs de Volteco, et dont son directeur général, dont son président, pardon, Robert Dardan, qui à la dimension technique a amené une dimension environnementale, qui est un sujet qui m'a toujours porté, et un projet de développement avec des experts très bons dans leur domaine qu'il fallait faire travailler ensemble. Et là j'ai dit bah allons-y, il y a un marché incroyable et un moment charnière sur lequel il faut travailler. Parlons-en tout de suite. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce domaine du data center? On sait que c'est un domaine qui est d'actualité, mais en même temps, il est quand même complètement différent de ce que vous avez connu, puisque vous avez une association avec une technologie et des industries qui sont importantes. En fait, la notion de plateforme est un sujet qui existe dans beaucoup de métiers, dans lequel il faut marier de l'expertise technique, parfois très poussée, et en même temps des contingences de développement foncier, trouver des emplacements, et en même temps des financements qui sont des sujets importants. Et c'est un peu le mariage de ces 3 nécessités qui crée la dynamique et qui crée la force de développer un projet comme celui de Volteco. Le savoir-faire technique, c'est une donnée, il faut l'intégrer, il faut être très humble là-dessus. Je suis pas ingénieur, il s'agit donc d'entendre les besoins et de voir. Moi, je suis plutôt un commerçant de formation et donc d'écouter ce que veulent les clients. Et c'est aussi un des axes qui est important, c'est qu'aujourd'hui, les clients sont demandeurs. On a un marché, comme vous dites, qui est porteur avec des fortes demandes, mais aussi des inquiétudes quant à la consommation énergétique, quant au coût de cette énergie, quant aux techniques qui évoluent, quant aux besoins du client final, qui est aussi un élément important. Et donc, il s'agissait de récupérer ces éléments-là et d'obliger les techniciens qui ont plutôt tendance à dire on fait comme d'habitude parce que ça on sait le faire, à quelque chose qui soit évolutif, qui soit respectueux de l'environnement et qui soit en même temps performant pour les besoins de ce type de client-là. Et donc c'est un peu d'être capable de mettre sur la table ces différentes contraintes pour en faire un projet. Et Volteco, c'est ça, c'est de se dire aujourd'hui la technologie évolue, donc faisons en sorte que nos bâtiments soient up-to-date et en même temps penser à ce qu'ils pourront pouvoir devenir, donc cette notion d'adaptabilité, d'évolutivité, des techniques qui changent, donc on est passé de l'air cooling, aujourd'hui on parle de direct liquid cooling et on commence à évoquer l'immersion, donc de réfléchir à comment dans un même bâtiment concilier ces différentes technologies à l'instant T mais également dans le temps. Moi je suis très inquiet sur la notion d'obsolescence des bâtiments et donc vis-à-vis d'un investisseur, plus on retarde l'obsolescence, plus c'est important. Et puis la troisième chose, c'est de savoir que d'être très humble sur le fait que les machines vont évoluer. Aujourd'hui, on accueille des machines à 5 kW par baie, jusqu'à 50 kW. Donc, il faut être capable d'ores et déjà de penser à ces éléments-là et pas simplement de faire la photographie de l'instant T. Et puis la dernière composante qui est un sujet important, qui est le développement durable, avec cette obligation de faire des bâtiments qui sont conçus dès le départ, en se mettant comme une contrainte supplémentaire, mais en se l'imposant, de dire il faut que le bâtiment il soit accepté dans son environnement, il soit le plus sobre énergétiquement possible. Je parle beaucoup de frugalité, se dire faire plus avec moins, d'être capable d'apporter les bonnes solutions en consommant le minimum, et puis en se fixant des objectifs ambitieux. On veut être zéro carbone en exploitation d'ici l'horizon 2030, et de faire des bâtiments qui en plus sont élégants, c'est pas plus mal. Tout à fait. Du coup d'ailleurs, je dirais quand même que vous avez une sacrée chance, c'est que vous arrivez au début d'un projet et vous allez construire ce projet. Parce qu'en fait, la plupart des data centers partent sur un existant, et avec entre autres aussi, quand on parle des grands hyperscalers ou autres américains par exemple, avec des pratiques qui leur sont imposées. Et là, vous êtes en train de construire de zéro des data centers et un projet d'infrastructure de data center. Exactement. Donc le plus difficile a été justement de se fixer un axe, de dire voilà qu'est-ce qu'on veut faire. Et donc le projet, on l'a résumé, on dit on veut réaliser des métro edge
éco-responsables en France et en Europe du Sud, c'est-à-dire Espagne, Portugal, Italie, avec la volonté d'être proche de nos clients, donc proche des territoires. Donc ça nous a imposé de se dire, on va travailler en Île-de-France, évidemment, mais également d'être capable de travailler sur Lille, sur Lyon, sur Marseille, sur Toulouse, sur Bordeaux. Et donc c'est un ensemble de Metro Edge à proximité des centres de consommation, directement connectés. Avec deux enjeux supplémentaires, la sécurité, c'est-à-dire qu'il s'agit, même en étant des petits data centers, d'avoir un très haut niveau de sécurité, 7 contrôles d'accès entre l'extérieur et puis les serveurs, d'avoir une vraie sécurité en termes d'approvisionnement énergétique aussi, donc même si on s'engage à ce que l'énergie qui vient soit une énergie verte, ou en tout cas décarbonée, d'avoir tous les systèmes de redondance nécessaires dans le fonctionnement du data center, un niveau de sécurité, un niveau de souveraineté important aussi. On est une société française avec des capitaux français et qui souhaitons travailler sur cette notion de souveraineté de manière importante et de manière très honnête. On sera français en France, portugais au Portugal, espagnol en Espagne et italien en Italie. En tous les cas, partout européen. Donc ça, c'était un élément qui était important. Et puis de réfléchir avec nos clients à les accompagner aussi dans leur développement et d'être présents au plus près de leurs besoins, puisque à Toulouse, on a des rencontres qui sont prévues avec les personnes du territoire, comme on l'a été sur Marseille récemment. Donc c'est vrai que construire un projet de toutes pièces, se dit, on fait du Metro Edge, c'est-à-dire data center entre 10 et 30 MW, à proximité des centres de consommation. Ça, c'était notre point de départ, forte valeur environnementale. Et vous ciblez une typologie de clients? Alors, nos clients principaux, ce sont évidemment les entreprises qui veulent disposer de ce qu'ils avaient en interne autrefois, leurs propres serveurs, à proximité, dans un environnement plus sécurisé, plus économique, etc. Également, des personnes qui sont aujourd'hui clients dans des grands hyperscalers qui souhaitent disposer de data centers de plus petite taille ou avec des résultats technologiques ou des performances qui soient plus importantes, avec des temps de latence qui peuvent parfois être plus réduits. Et puis aussi, même si avec le développement de l'intelligence artificielle, on ne fait pas de data centers qui vont nourrir l'IA, mais par contre qui vont pouvoir héberger les applications d'intelligence artificielle qui nécessitent énormément de calculs. Et puis évidemment, après, tout ce qui est GPU, tout ce qui sont les serveurs à très haute fréquence de calcul. D'accord. Ce qui veut dire que vous ne ferez pas des grands langages, mais vous ferez de l'inférence. Exactement. C'est ça. Donc, des besoins de proximité. Exactement, principalement. Et puis je vous dis, aujourd'hui, on a des très grands, des hyperscalers qui se rapprochent de nous en disant, on a des besoins de nos clients, qui veulent disposer d'un espace plus réduit, qui veulent disposer de technologies plus performantes dans un délai plus court que ce que l'on peut offrir sur le plus grand parc, qui ont aussi des performances. On a des PUE, on s'engage sur les PUE plus bas, sur de la zéro consommation d'eau aussi, donc puisqu'on a mis l'eau au centre aussi de nos calculs pour pouvoir proposer ce type de solution-là, avec des utilisateurs qui ont parfois des engagements RSE qui sont très importants et qu'ils ne trouvent pas dans certains data centers plus âgés. Tout à fait. Le fait d'être candidat au support de technologies du type DLC, immersion, etc., est-ce que ça change la donne sur le service que vous allez apporter à vos clients par rapport à des data centers plus classiques qui ne font que de la colocation avec, on arrive, il y a une dalle, vous vous débrouillez, vous amenez votre matériel? Alors en fait, il y a deux choses. Dans la mesure où on est une structure en développement, on est très à l'écoute de demandes de clients et on est encore en état d'être capable de faire des bâtiments, on va dire, clé en main, à destination d'un client qui a une demande spécifique. L'idée, c'est de mettre à leur disposition notre savoir-faire. Plutôt que de dire, on vous fait un data center et puis c'est vous qui venez, nous on dit de quoi vous avez besoin et notre savoir-faire, il est à votre disposition. Et donc on va en permanence pousser la réflexion, pousser le travail de telle manière qu'on leur amène la technologie supplémentaire. J'avais créé une époque le ASAP, le As Sustainable as Possible. C'était de se dire, on va être le plus développement, le plus proche de vos besoins que le marché le permet. Et donc, c'est l'intérêt de pouvoir répondre à ces besoins très spécifiques. Évidemment, dans une conception de départ, on est obligé de prendre quelques choix, mais on l'a fait en ayant écouté les besoins actuels. Ok. Parlons un petit peu de la souveraineté, qui est un élément essentiel. Déjà, une particularité, vous m'avez dit, en fait, c'est une société par pays, c'est ça que vous allez, donc vous allez avoir une indépendance administrative et réglementaire dans chacun des pays. Oui. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça veut dire que souveraineté, vous allez cibler aussi d'autres types de profils clients,
qui vont être véritablement des clients de proximité. Tout à fait. C'est vrai que les administrations, les États, les banques sont des clients qui aujourd'hui sont très attachés à ce type de données. Il y a eu un grand débat sur les données de santé il n'y a pas très longtemps. Ce sont effectivement des marchés sur lesquels on va travailler. Alors, vos data centers sont prêts à accueillir des technologies récentes. On a évoqué DLC et immersion. Ça impose quand même un certain nombre de contraintes et ça impose également des coûts qui sont à la base quand même supérieurs à un coût classique. Donc, comment vous compensez par rapport à la demande des clients qui restent, quoi qu'il arrive, de réduire leurs coûts? Alors, ils veulent réduire leurs coûts, mais ils veulent garder un niveau de sécurité et un niveau de capacité à évoluer dans la technologie important. Si un client veut du tout venant, très bien, il trouvera la proximité chez nous, il trouvera le bon produit. Si on a un client qui se dit, moi, ma technologie, elle est là, mais petit à petit, je suis en train de faire muter mon modèle. Je vais avoir de plus en plus besoin d'IA, ce qui est le cas de beaucoup d'entreprises. Je souhaite disposer des temps de latence qui soient plus réduits, voire de diversifier aussi mes implantations pour limiter mon risque. Il a tout intérêt, effectivement, à rencontrer une société comme Volteco qui peut lui amener ce type de sécurité-là. Donc, le niveau de service sera le même. C'est sûr que ça a un coût, mais ce coût, il est compensé par le fait que vous avez un bâtiment qui vivra mieux, plus longtemps. Et puis, ces technologies, elles consomment moins d'énergie. Le coût de l'énergie est appelé à croître. Et donc, en faisant ce choix-là, on sait que dans l'exploitation, parce que nous serons ici exploitants de nos data centers, dans le temps, l'exploitation sera de toute façon plus intéressante et pourra absorber le capex qui sera plus important au départ. Parlons de la question de l'énergie. Évidemment, alors là, elle revient très régulièrement sur les data centers. Quand vous implantez sur un Metro Edge en région, par exemple, on sait que la problématique est moins difficile que sur Paris. Vous avez en projet 3 implantations sur Paris. Comment vous compenser le fait que, on sait par exemple que sur le Nord, ça devient difficile? En fait, vous savez, quand vous faites des demandes à Enedis de 20 mégas, c'est plus simple parce que ça ne nécessite pas de travaux sur les postes qui soient plus importants. En plus, on peut s'implanter plus près des postes parce que comme on a des dimensions plus petites, on est dans un environnement urbain, parce que les postes aujourd'hui sont fait pas mal rattraper par le développement urbain. Donc le fait d'être à proximité des postes, sur des niveaux de demande, même si 15-20 mégas c'est beaucoup, ne déstabilise pas en fait le schéma de développement électrique d'un quartier, fait qu'on a la capacité à trouver des implantations de manière un peu plus simple et surtout plus rapide. Parce qu'au-delà du coût et de la puissance, il y a aussi le délai dans lequel on vous met à disposition l'énergie. Et aujourd'hui, on a des projets sur lesquels on a disponibilité à 1 an, voire 1 an et demi, ce qui nous permet de pouvoir avoir une réponse rapide et de pouvoir travailler. Le fait de pouvoir être à proximité des centres de consommation, à proximité de nos clients, a comme contrainte d'être dans un milieu urbain un peu contraint, mais du coup, on a beaucoup travaillé sur cette acceptabilité de nos bâtiments, de faire en sorte qu'ils aient un look tout en gardant la sécurité, mais en tout cas un look qui s'intègre dans un environnement assez simple. Le fait de pouvoir avoir des engagements en développement durable importants. La réduction de la chaleur fatale est plus simple aussi, puisque vous avez à proximité, il peut y avoir des bureaux, il peut y avoir des hôtels, il peut y avoir même des logements, et donc de pouvoir mettre à disposition notre chaleur fatale, puisqu'on la met à disposition, est un élément important. Tout à fait. Écoutez, je pense qu'on a fait un bon parcours. Peut-être terminer sur la relation avec les clients. Une des problématiques qui émerge aujourd'hui, c'est celle de tout ce qui est la gestion de l'infrastructure et de l'urbanisation des salles. Or, c'est vous qui accueillez des clients qui vont déployer des équipements. Est-ce que vous travaillez avec eux sur ces questions également? Est-ce que c'est un domaine sur lequel vous allez aussi faire évoluer votre stratégie? Alors oui, tout d'abord, Volteco, c'est 6 fondateurs, c'est aujourd'hui une douzaine de collaborateurs qu'on a pris pour étant des bons experts et des bons spécialistes de leur domaine. Pourquoi? Parce que je pense qu'on ne délègue bien que ce qu'on sait faire. Et donc de pouvoir être des interlocuteurs crédibles vis-à-vis effectivement des besoins de nos clients. Donc on est à l'écoute de leurs demandes. On a évidemment un modèle de conception, puisqu'on a essayé de faire en sorte que nos data centers soient le plus reproductibles possible pour baisser les coûts, puisqu'on parlait des coûts tout à l'heure, mais en même temps d'être aussi le plus ouvert à leurs demandes et d'être capable de modifier l'urbanisation d'une salle en fonction de leurs demandes. Je vous dis, on a prévu le premier data center qui va démarrer au Portugal. Il y a 4 salles d'1,5 mégas. Chacune des salles peut avoir des systèmes de refroidissement différents
et pourra même avoir une organisation différente en fonction des besoins du client. Et donc, dès le départ, ça nécessite de les concevoir un peu de manière un peu plus ouverte qu'un modèle très, très calé, mais en même temps, ça permet de répondre aussi plus facilement aux besoins du client et encore une fois, de mettre notre savoir-faire à leur disposition et pas de leur dire, rentrez plutôt dans ce que je sais faire. Vous recrutez? Bien sûr. Oui. Alors c'est peut-être le message à passer aussi. Si vous recherchez des profils, profitez-en. Écoutez, aujourd'hui, on cherche à la fois principalement des commerciaux et pour renforcer notre équipe commerciale, et puis des techniciens, des responsables techniques sur tous les différents métiers du data center, y compris l'exploitation. Tout à fait. Écoutez, merci. Une dernière question pour terminer. Toujours la même, j'aime bien terminer sur cette question. Si vous avez un conseil à donner aux personnes qui vous écoutent, en dehors de venir vous voir pour essayer de travailler avec vous, bien évidemment. C'est une première chose. S'enthousiasmer pour un marché. L'écouter. Et quand je dis mettre notre savoir-faire à son service, c'est plutôt de dire je sais, je vais vous montrer ce que je sais faire, c'est je sais, dites-moi comment je peux vous aider. Ok. Belle conclusion. Merci. Merci.